Bonjour et bienvenue aujourd'hui dans cette vidéo dans laquelle on va parler de l'Ukraine avec deux sujets en particulier, la montée en pression nucléaire avec cette pression qui arrive sur la Biélorussie et également une interview avec Franck qui a eu l'amabilité et la gentillesse de vouloir répondre sur LCI en direct. Mais avant de commencer, cette vidéo est sponsorisée, tout l'argent de cette vidéo va être utilisé au profit de l'Ukraine. Et le sponsor aujourd'hui, c'est une fois de plus le champion de votre connexion sécurisée, c'est NordVPN. NordVPN, d'abord évidemment, c'est un VPN, c'est-à-dire qu'il vous permet d'apparaître dans une zone dans laquelle vous ne trouvez pas. Par exemple, si vous êtes en déplacement à l'étranger, vous pouvez apparaître comme si vous étiez dans votre pays d'origine. Mais en plus, quand on est en déplacement, quand on est par exemple dans des hôtels, là je me connectais sur un réseau Wi-Fi qui était ouvert, donc potentiellement ma communication aurait pu être surveillée. L'intérêt, c'est que NordVPN va chiffrer l'intégralité de mon flux de données. Mais en plus, NordVPN, contrairement à ce que son nom peut l'indiquer, ce n'est pas qu'un VPN. Déjà, c'est utilisable sur les ordinateurs et sur les téléphones portables et ça permet par exemple de filtrer les DNS, c'est-à-dire que ça va bloquer directement les domaines qui sont dangereux et également une protection contre le tapjacking dans laquelle des applications peuvent superposer un écran pour vous faire cliquer sur des choses sans le savoir. Donc cliquez sur le lien qui est en description de cette vidéo, nordvpn.com/titelman, vous aurez accès à tout NordVPN avec une super promo et 3 mois gratuits. Et en plus, il y a une garantie satisfait ou remboursé sur 30 jours, donc foncez, cliquez sur le lien et sécurisez tout de suite votre connexion Internet, comme je vais le faire dans mon prochain voyage en Ukraine. Allez, on retourne justement à l'Ukraine. Bonsoir Gary Titelman. Vous êtes, je le rappelle, un des meilleurs spécialistes de la dimension aérienne de ce conflit. Marie Mondras nous disait la carte où les fronts ont si peu évolué à Bakhmout. Regardons-la ensemble à travers les semaines et les mois. Voilà, depuis août 2022, on voit bien ici cette offensive russe qui est considérable. C'est le moment où même Volodymyr Zelensky disait la situation est difficile. C'était ses mots à Bakhmout. La tenaille russe qui arrive à se constituer en partie. Et puis, les fronts ensuite ne bougent plus beaucoup. Mais déjà, dès le début, on n'est qu'à 25 km des lignes qui sont occupées depuis 2014. Exactement. C'est pas un exploit. Et le fait qu'ils ne bougent plus du tout depuis maintenant quand même, enfin je veux dire 6 mois de bombardements intenses, des dizaines de milliers d'hommes, des dizaines de milliers de tonnes de munitions qui sont déployées à cet endroit-là. Déjà à la base, stratégiquement, c'est une ville qui ne vaut pas cet investissement. Et en plus, ne même pas réussir à la prendre, c'est un échec qui est énorme. Et les hommes qui sont sur place, maintenant, ils le disent très clairement, les Russes ont arrêté, parce qu'ils n'ont plus de ressources, en fait. Ils n'ont plus les ressources nécessaires pour continuer ce qu'ils appelaient le rouleau compresseur, mais en fait, c'était plus une machine à broyer du russe que de l'ukrainien. Oui, la machine à broyer, c'est très intéressant, cette expression de hachoir à viande qu'à l'époque Prigojine avait utilisée, ça se retourne en grande partie, n'est-ce pas, contre les Russes. On poursuit sur ces images de Bakhmout avec vous avez Titelman, les tirs si violents dans la ville. On voit à quel point les Ukrainiens, pied à pied, maison par maison, défendent leur territoire. Oui, tout à fait. Et là, quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis assez longtemps, même dans les images satellites qui sont utilisées normalement pour suivre les feux de forêt, on recommence à voir des gros incendies dans le centre de Bakhmout, qui voudraient peut-être dire que les Russes ont utilisé par exemple des munitions incendiaires et qu'on n'avait pas vu depuis quelques temps. Donc ils n'ont plus réellement d'espoir de continuer à avancer, mais par contre ils veulent toujours raser la ville. Et en réalité, Wagner a quand même réussi une chose, ils ont pris un village, ils ont pris Soledar, 11 000 habitants, complètement rasés, mais la réalité c'est que depuis 6 mois, la seule ville qui a été prise par la Russie, c'est Soledar. Sur notre antenne, Mikhailo Podolyak, le représentant de la présidence ukrainienne, disait « Donnez-nous des avions ». Cette fois, il s'adresse très directement à la France en disant même que la France soit leader en la matière. Sur ce terrain-là, en quoi ça servirait ? Déjà, si on avait des avions un petit peu plus modernes et efficaces que ceux qui sont utilisés, des avions soviétiques qui sont dans le parc ukrainien, on pourrait tirer, mais d'une plus grande distance. C'est-à-dire qu'on pourrait larguer des munitions qui font des centaines de kilos d'explosifs avec une grande précision, par exemple pour casser une tête de pont russe, pour détruire des ponts, ce qui empêcherait les Russes de continuer à avancer avec des véhicules. On pourrait également directement taper sur les bunkers qui aujourd'hui ne peuvent pas être détruits avec les HIMARS. Je rappelle, les HIMARS, c'était les fameux missiles qui portent à 60-80 km de portée. Il a fallu en tirer des dizaines pour détruire, par exemple, le pont qui reliait Kherson. Donc, l'intérêt des avions de chasse, c'est taper beaucoup plus lourd, beaucoup plus gros. Évidemment, face à des troupes qui arrivent en nombre, ça a un effet qui est absolument... ça change réellement le face de la guerre. Dans ce rapport de force, regardons comment les Russes sont souvent dans la position non plus du chasseur, mais du chassé. Ce sont dans les tranchées. Et vous observez, vous avez des moyens de suivre très exactement depuis le ciel ce qui se passe. On voit ici... Décrivez-la parce que vous saurez mieux le faire que moi, ce qui se passe. En plus, cette scène-là, elle est assez connue. Il y a des Ukrainiens qui sont en train de prendre cette tranchée et les hommes de Wagner
par manque d'efficacité aussi, vont se tirer les uns sur les autres quand ils vont descendre sur le bas, en bas à droite. Donc c'est une situation dans laquelle on se rend compte que non seulement les Ukrainiens se permettent de reprendre à l'assaut ce qu'on appelle nettoyer les tranchées. Là, en fait, ils le font prisonnier, n'est-ce pas? C'est ça? Lui, il est blessé déjà, donc finalement il va lever les bras et il va être prisonnier. Et je crois que c'est un autre moment de cette vidéo où on se rend compte qu'en fait les Russes sont même plus capables de se coordonner les uns avec les autres. Et on voit, quand ils sont notamment prisonniers, on voit qu'ils utilisent des radios qui sont des radios amateurs, des radios qu'on peut acheter dans le grand public à 30 euros. Et c'est ce qu'ils utilisent. Donc logiquement, ils n'ont aucune capacité de cacher leur volonté. Et quand ils se synchronisent, passe à droite, passe à gauche, les Ukrainiens entendent absolument tout. Et ils ont leurs drones qui vont les renseigner sur la position de leurs ennemis. On se représente un peu la géographie de la ville. C'est une ville de 70 000 habitants, en grande partie évidemment d'abord ruinée complètement, mais aussi désertée. Et autour de ça, ce lacis de tranchées. Il y en a énormément, il y en a partout, ça fait tout le tour. Mais néanmoins, le fait que la ville, c'est un petit peu les façons soviétiques, on a des grands immeubles qui vont aller très haut et qui sont entourés par des champs. Et quand ils essaient de sortir de ces tranchées, finalement, ils se mettent à découvert. Et c'est pour ça qu'il y avait ces vagues d'assaut qui arrivaient en continu. Les Ukrainiens, ils sont retranchés dans des immeubles qui sont vides de civils et ils vont tirer des centaines de coups par jour avec des vagues de 10, 15, 20 Wagnerités qui vont arriver en même temps et qui, 90% du temps, n'arrivent pas simplement à atteindre leur bloc d'immeuble. Ça explique ces destructions qu'on voit dans la vidéo qui va suivre, où on voit vraiment la destruction si massive de la ville. Vous le disiez, bloc d'immeuble par bloc d'immeuble, ça rappelle évidemment ce qui se passait à Mariupol. Ouais, on est dans la même configuration que Mariupol, sauf que là, la ville n'a pas été encerclée. Si la ville avait été encerclée, ils l'auraient rasée comme ils l'ont fait à Mariupol. Mais le fait qu'il soit toujours capable d'alimenter cette ville, que derrière, il n'ait pas réussi à fermer cette pince, et du coup, on a toujours des combats. On a même le président Zelensky qui s'est permis d'aller sur le terrain. Donc on sait très bien que cette ville n'est pas prête de tomber. Et dans tous les cas, vu que Wagner a arrêté de faire des grandes offensives, ce sera un des échecs des 3 derniers mois. Depuis le mois de décembre, ce sont les Russes qui sont à l'offensive. Les Ukrainiens, ils sont là, ils attendent. Et ils laissent la Russie se fatiguer à faire des offensives qui n'aboutissent à rien, mais qui leur coûtent très très cher en termes humains. Quand on voit ces résultats des villes, finalement, quand on ne peut taper qu'avec de l'artillerie, c'est ça qu'on obtient. Et c'est justement ce que font les Ukrainiens aussi, sauf qu'ils tapent avec beaucoup plus d'efficacité. Si les Russes avaient une aviation, ils pourraient raser ces blocs d'immeubles en un seul coup. De la même manière que les Ukrainiens pourront le faire quand ils auront des avions de chasse occidentaux. Mais le fait que ces immeubles tiennent encore debout, c'est aussi un échec de l'aviation russe, qui, si elle avait des munitions de précision, pourrait tirer tout en restant à 30 km de portée et pourrait empêcher les Ukrainiens de continuer à faire du sniping en étant protégés. Est-ce qu'il y a un lien entre cette situation sur le terrain, à l'échelle, on le disait, de quelques mètres parfois, quelques dizaines de mètres qui bougent ou non, et ce qui se passe avec les menaces de Vladimir Poutine? C'est évidemment l'actualité qui mobilise le monde entier. Ces menaces concernant le déploiement d'armes nucléaires tactiques en Biélorussie. Mais, diplomatiquement, politiquement, médiatiquement, est-ce qu'ils peuvent dire bon voilà, ça fait 4 mois qu'on essaye et qu'on n'y arrive pas? Quand les Ukrainiens ont essayé, ils nous ont repris 20 000 km², ils ont repris Kherson, ils ont repris Izium, et puis nous, on essaye depuis 3 mois et on enchaîne les échecs. À Vuhledar, Bakhmout, ils n'ont rien fait, mais Vuhledar, ils ont essayé. C'était vraiment des conscrits, c'était vraiment l'armée russe qui a essayé de prendre Vuhledar. Et 130 chars perdus en 4 jours, juste pour ceux qu'on peut comptabiliser en source ouverte à partir des images qui remontent du terrain. Donc on est sur une situation où, oui, ils compensent en rappelant qu'ils sont une puissance nucléaire, sur ça il n'y a aucun doute. Maintenant qu'ils posent des armes nucléaires en Biélorussie, finalement il y a déjà l'enclave de Kaliningrad qui est encore plus à l'ouest, ça ne change pas grand-chose. Simplement, ils annexent encore davantage la Biélorussie et je pense que ça va finir par les gens, les Biélorusses, vont certainement en avoir marre de leur président aussi. On voit à quel point les puissances prennent très au sérieux cette menace nucléaire nouvelle de la Russie. Réaction de l'OTAN. La réaction nucléaire de la Russie est dangereuse et irresponsable, déclare l'Alliance Atlantique. C'était son porte-parole tout à l'heure. Réaction de Kiev. L'Ukraine demande une réaction du Conseil de sécurité de l'ONU. Réaction de l'Union européenne qui dit que de nouvelles sanctions seront prises contre la Biélorussie si elle laisse sur son territoire des armes nucléaires. Ça montre à quel point, c'est la déclaration de Joseph Borrell, le représentant pour la diplomatie, toutes les puissances ne prennent pas du tout ça à la légère. Mais la Biélorussie, elle est toujours pieds et mains liés, elle n'a absolument aucun choix, son président est un pantin, tout le monde le sait. Il y a quand même, c'est un retour en arrière parce que des pays comme la Biélorussie et l'Ukraine ont rétrocédé leurs armes nucléaires. Ce sont des pays dans lesquels il y en avait. D'ailleurs, l'Ukraine a rendu ses armes nucléaires en échange d'une protection des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France, de la Chine et de la Russie. On voit bien ce qu'il en est aujourd'hui.
Donc finalement, le fait que les Russes débordent de nouveau et remettent des armes nucléaires dans des zones qui ont été dénucléarisées à l'époque, en échange de la promesse que même si les Américains, même si l'OTAN s'étendait, les armes nucléaires américaines qui sont dans le cadre de l'OTAN en Allemagne, en Italie, en Belgique et aux Pays-Bas n'iront pas plus à l'est. Le fait que la Russie revienne sur une promesse, est-ce que ça veut dire maintenant que les Américains sont libres de mettre des bombes atomiques américaines en Pologne? C'est une vraie question qu'on pourra se poser. Inquiétude de la France, regardez la déclaration du Quai d'Orsay. Cet accord représente un élément supplémentaire d'érosion de l'architecture internationale, de la maîtrise des armements et de la stabilité stratégique en Europe. Prenons ensemble la carte, qu'on comprenne bien ce dont on parle. La carte de l'Europe et de son arsenal nucléaire. Regardez, quand on voit qu'il y a les puissances nucléaires classiques, Royaume-Uni, France, Russie. Bon. Ceux qui ont ici le petit symbole nucléaire sur eux, la Grande-Bretagne et la France, sont des puissances nucléaires autonomes. Ils ont besoin d'absolument personne. Et puis, il y a, et ça c'est très intéressant parce que dans l'argumentaire russe, ça compte beaucoup actuellement, il y a ces bombes nucléaires américaines qui se trouvent sur le territoire de l'OTAN, en l'occurrence, et dans certains pays. Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, en Italie, et en Turquie, dans la base Incirlik. Alors, il y avait une volonté, un accord, là pour le coup il y a eu un accord, pour que ces armes ne débordent pas et n'aillent pas un peu plus vers l'Est, même si ces pays devenaient des membres de l'OTAN ou membres de l'Europe. Ça a été respecté. Et de l'autre côté, il y avait cette volonté de ne pas avoir des armes russes qui se rapprochent de nos frontières. Et là, on a encore une fois les Russes qui ne respectent pas leurs paroles, mais combien de traités ont-ils violés déjà par le passé? Ça ne change plus grand-chose. Tout à l'heure, le général Paloméros disait le risque, c'est la surenchère. Aujourd'hui, par exemple, les Baltes, et aussi les Polonais le font déjà. Une partie d'entre eux diront, mais nous aussi, on veut des bombes nucléaires américaines sur notre sol. Sachant qu'on a une doctrine qui est quand même très différente, c'est que nous, c'est du défensif. Il n'y aura jamais de premier tir, il n'y aura jamais, alors que du côté russe, on a des menaces de l'ancien président Medvedev, on a des généraux qui disent qu'ils veulent raser quand même, on a quand même officiellement des autorités russes qui disent qu'ils veulent utiliser en premier l'arme nucléaire. Et le mot même de tactique va dans le sens de ce que vous dites, c'est-à-dire si ça n'est que l'ultime défense, évidemment c'est du stratégique, mais l'arme tactique, c'est le mot qu'a utilisé Vladimir Poutine, c'est bien une manière de dire attention, on peut l'utiliser de manière localisée, et c'est en relatif quand c'est le nucléaire. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas sur une guerre mondiale qui raserait la Terre, parce que là, c'est du stratégique. Là, on serait sur des bombes, par exemple, qui seraient portées par des sortes de gifles qui vont à quelques centaines de kilomètres et qui permettent, par exemple, de vitrifier un champ de bataille. Donc, on est sur une zone très locale. Le but n'est pas de raser, par exemple, une ville. Ils peuvent raser Kiev, mais ce n'est pas l'objectif du nucléaire statique. Dans ce cas-là, ce serait simplement d'empêcher un attroupement de 20 000 soldats ukrainiens qui pourraient essayer d'attaquer. Sauf que la réalité, c'est que sur le terrain, une bombe atomique, ça va raser sur 1 kilomètre, 2 kilomètres. C'est à peu près la bombe d'Hiroshima. Exactement. Un peu plus puissante quand même avec ces modèles-là. Mais dans tous les cas, on n'est pas sur une armée napoléonienne avec 50 000 hommes qui sont dans une vallée. Là, ça n'a pas d'effet réellement stratégique. Quels sont les vecteurs? Un peu plus tard dans cette émission, on aura en direct un personnage qui a été au centre de la dissuasion nucléaire française, c'est l'amiral Vichot. Lui, il était dans un des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, donc c'est vraiment le cœur de la dissuasion française. Là, on ne parle pas de ça, on parle de vecteurs qui seraient de quelle sorte? Alors, il y a soit les missiles que la Russie tire sur l'Ukraine depuis des mois et des mois, les KH-101 par exemple, il y a une version nucléaire. Le missile hypersonique, le Kinzhal également, est potentiellement un vecteur nucléaire. Le problème, c'est que quand il arrive sur sa cible, on ne le sait pas. C'est une fois qu'il a touché le sol qu'on voit qu'il n'était pas nucléaire, et heureusement. Il y a également des missiles balistiques, donc qui vont être simplement tirés à quelques centaines de kilomètres, donc c'est du sol-sol. Ce n'est pas ceux qui sont tirés depuis des sous-marins. Et à l'époque, la Russie avait également des obus nucléaires, donc qui pouvaient être tirés par les 2 S-7, par exemple, qui sont des pièces d'artillerie assez grosses. Officiellement, ça a été démantelé. Maintenant, ils ont remis en service des missiles qui dataient de 2007. Donc, le fait que la Russie les démantelés ne veut pas forcément dire qu'ils ne peuvent plus s'en servir aujourd'hui, mais une simple pièce d'artillerie pourrait potentiellement tirer l'arme atomique. Ce qui est très frappant, c'est que la proximité compte. On se dit que les armes nucléaires, de toute façon, ça fait le tour de la Terre. C'est pas si simple que ça. Vous le disiez, le fait que les Occidentaux n'aillent pas plus loin qu'une certaine limite avait un sens. Donc, le fait que la Russie veuille aller jusqu'à la Biélorussie, ça aussi, ça a un sens. Mais de toute façon, pour moi, c'est vraiment de la com. Et je ne crois pas au fait qu'ils utilisent l'arme atomique. Je ne crois pas qu'ils puissent déclencher une guerre nucléaire parce qu'ils savent que la conséquence sur le terrain sera absolument dramatique. Parce qu'on l'a dit, si vous utilisez l'arme nucléaire en Ukraine, il n'y aura plus de limite dans les armes qu'on pourrait donner
à l'Ukraine. On ne leur donne pas de missiles longue portée. Les avions de chasse, ça fait 1 an qu'on se pose la question. Les chars, on a mis 1 an aussi. Les hélicoptères, les drones, il y a beaucoup d'équipements qu'on pourrait leur donner. Et on a dit qu'on taperait nous-mêmes sur la capacité de la Russie sur le territoire ukrainien. L'accélération de la course aux armements, elle est quand même assez sidérante. Quand on regarde la carte telle qu'elle est, en quelques jours, tout ce qui a été annoncé, il y a l'alliance aérienne des pays du Nord, Suède, Norvège, Finlande. Un peu plus bas, en Biélorussie, il y a maintenant cette menace nucléaire de la Russie. Un peu plus bas, si on va du côté de la mer Noire, évidemment, et de la Crimée, on voit vraiment qu'il y a une sorte de nouveau rideau de fer, comme disait Churchill dans les années juste après la guerre, qui s'est recréé. Oui, mais il est quand même beaucoup plus à l'est que par le passé, ce qui est plutôt bien pour nous. Mais on est toujours avec cette défense, c'est-à-dire que les pays du Nord se décident à s'organiser pour avoir une structure unique, coordonnée, avec tous leurs avions de chasse, 250 avions de chasse de dernière génération, avec des missiles qui portent plus loin, avec des radars plus efficaces que ce dont peuvent disposer les Russes. Dans le sud, on a des pays qui étaient avant du bloc de l'Est, mais la Roumanie, la Bulgarie, qui maintenant sont avec la Turquie sur ce front de la mer Noire. Et quand les Américains se trouvent en mer Noire et qu'ils continuent à faire des vols en mer Noire, c'est normal puisqu'ils protègent les frontières de certains pays de l'OTAN qui demandent cette réassurance. À cela s'ajoute la menace du nucléaire civil, mais qui pourrait être la conséquence d'un tir. C'était la déclaration tout à l'heure sur notre antenne, interview exclusive de Raphaël Grossi. Il est le patron de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Il est dans le train, vous allez le voir à l'image, il est dans le train qui roule en direction de Zaporijjia. Et il dit qu'à Zaporijjia, la plus grande centrale d'Europe, non seulement il y a des risques, mais les risques ont encore augmenté. Dans toute cette région, cette croissante est du pays qui est sous contrôle russe, il y a des offensives, des contre-offensives, on parle d'offensives de printemps, on parle de mobilisation militaire. On sait déjà, par les rapports de mes experts, qu'il y a une mobilisation militaire croissante. Donc, évidemment, les risques d'un accident majeur a augmenté proportionnellement. Le risque a augmenté. On n'avait plus parlé de Zaporijjia depuis un certain nombre de semaines. On croyait l'avoir oublié. En réalité, là aussi, un tir, soit ukrainien, soit russe, peut provoquer une catastrophe à l'échelle d'une grande partie de l'Europe. Sachant que la dernière salve de missiles qui a eu lieu il y a à peu près 2 semaines et demie avait visé une ligne à haute tension d'approvisionnement des systèmes de secours de la centrale. Et ça, c'était les Russes qui avaient tiré et qui l'avaient revendiqué. Donc leur but étant de déconnecter l'Ukraine de ces centrales, et notamment de la centrale de Zaporijjia, ils prennent déjà des risques par le passé. Donc si maintenant on va revenir faire des combats, peut-être que l'Ukraine ferait des contre-offensives dans la zone, peut-être qu'il y aurait de nouveau une volonté de reprendre cette zone qui est ukrainienne à la base. S'il y a des combats autour de Zaporijjia, effectivement, le risque est élevé. Le fait qu'ils voient monter cette pression, le fait qu'on voit les soldats qui se préparent, le fait qu'on imagine des contre-offensives qui pourraient avoir lieu vers le sud pour reprendre la Crimée, logiquement, on est sur une centrale nucléaire qui ne va pas être loin de l'axe des zones qui sont maîtrisées par l'Ukraine vers la Crimée. Donc oui, c'est normal qu'en tant que responsable d'un organisme de sécurité nucléaire civil, il se pose des questions sur les futurs combats qu'il pourra avoir autour de la zone. Qu'est-ce que vous observez autour de Zaporijjia ? Vous êtes parmi les civils non nucléaires, parmi ceux qui ont la vue d'ensemble la plus complète. Alors, à l'époque, avant que l'AIEA soit déployée, il y avait sur place des armements lourds qui étaient directement hébergés à l'intérieur de certains des bâtiments qui jouxtent les réacteurs. Il y avait des tirs de lance-roquettes multiples qui étaient réalisés depuis l'enceinte par la Russie évidemment sur les Ukrainiens qui étaient à cette époque-là du côté de Kherson. Et on a, heureusement, depuis que l'AIEA est arrivée, ils ont été obligés de retirer ces armes lourdes. Parce que l'Ukraine ne pouvait pas détruire les armements qu'elle voyait sur la zone, puisque là, il y avait vraiment un risque. Il faut dire un mot des pertes humaines parce qu'elles s'accélèrent de manière tout à fait vertigineuse pendant que nous parlons, jour après jour. Côté russe, côté ukrainien, côté russe d'abord, nous recevons toujours plus, et c'était moins le cas dans le passé, des images de funérailles de Russes. Alors souvent, ce sont des régions lointaines parce que c'est proportionnel, beaucoup viennent de régions lointaines, mais ici, on en voit un exemple. Est-ce qu'on sait combien de Russes ont été tués pour l'instant ? Non, alors c'est très difficile, mais on est certainement au-delà des 100 000 morts depuis le début. Rien que dans Wagner, sur les 50 000 prisonniers qui ont été engagés, une ONG russe dit qu'il n'y en a plus que 10 000 qui sont aptes au combat. Donc a priori, il y en a au moins 40 000 qui sont morts ou blessés, et on pense que c'est la moitié de morts et la moitié de blessés graves. D'une manière générale, étant donné qu'on va atteindre les 10 000 véhicules russes qui ont été détruits, il y a des ratios qui nous disent qu'on devrait être autour de 100 000 morts. Et encore autant de blessés derrière, donc on est sur des chiffres qui sont catastrophiques. Mais pour moi, par contre, il y a un peu moins de morts, puisqu'ils ont un petit peu arrêté cette volonté de faire des offensives qui ne marchaient pas, avec ce qu'on appelle la chair à canon.
Et il ne faut pas croire que ce soit plus facile du côté ukrainien. Les Ukrainiens ont des centaines de pertes par jour également, mais le ratio est toujours très très favorable pour le défenseur qui réussit sa défense face aux Russes qui ratent ses attaques. Les morts ukrainiens et les morts de combattants français en Ukraine. Vous allez rester avec nous après la pause. Dans quelques instants, on va entendre avec vous en direct un combattant français qui a perdu des camarades au combat. Deux d'entre eux en particulier. Kevin David, il était ancien des troupes de marine. Il est décédé là-bas. Il travaillait dans ce qu'on appelle la Légion internationale. Dites-nous un mot de ces profils-là. Alors ce sont des gens, ce sont des volontaires qui ont été s'engager dans l'armée ukrainienne, de la même manière qu'il existe la Légion étrangère en France. Ce sont des engagés réguliers, mais ils sont de nationalité étrangère et ce sont des bataillons avec des gens qui ont une énorme qualité, en dehors de leurs valeurs militaires pour aller défendre un pays qui est loin parce qu'ils veulent défendre des valeurs. Ils ont tous quasiment une grosse expérience militaire. Et ils ont une volonté très claire de continuer à défendre ce pays jusqu'au sacrifice ultime dans ce cas-là. C'est Kevin David, c'est aussi l'homme qu'on voit à l'image, Andreas Galozi. Il avait 22 ans, volontaire pour combattre les forces russes. Et à son sujet aussi, on va entendre dans quelques instants le témoignage d'un de ses camarades. Franck, vous le connaissez très bien, vous allez introduire qui il est. On mesure à quel point il y a un grand nombre, on ne sait pas très bien combien, évidemment c'est un secret, mais de combattants français en Ukraine. Il y a plusieurs dizaines de combattants français, plus tous ceux qui sont francophones, et tout autour d'eux, il y a encore ceux qui ont fait la Légion, là on compte en centaines, et donc ils parlent aussi français. Donc quand on y va et quand on va dans la Légion, assez rapidement on arrive à parler français sans aucun problème. Franck en particulier, c'est un ancien qui a fait pendant plus d'une dizaine d'années la Légion étrangère française en France en tant que Français. Il est parti dans le civil pendant quasiment une vingtaine d'années et maintenant il est retourné en Ukraine en tant que tireur d'élite. C'est un personnage qui est haut en couleur. Et quand il est arrivé fin février, il y a plus d'un an, pour se battre, il n'avait pas de passeport. Et pour passer la frontière, c'est une anecdote, on lui a demandé de prouver qu'il était un ancien légionnaire. Il n'avait aucune autre façon de le faire que de chanter le chant Voilà du boudin. Et c'est comme ça qu'il a passé la frontière. Et 3 jours plus tard, il était en train de se battre à Irpin. C'est les portraits de ces combattants français. De quel œil est-ce que vous les regardez? Il y a dans l'histoire des guerres, on se rappelle les combattants de la guerre d'Espagne, il y a eu beaucoup de Français qui sont allés se battre pour... Beaucoup plus que là, même, voilà. Oui. Ici, alors, c'est Kevin David. Il faut dire quelques mots de son portrait. Il était dans les marines. Il fait partie, c'est très intéressant, de professionnels. Il y a beaucoup de professionnels. L'immense majorité des gens qui ont choisi d'aller se battre en Ukraine ont une vraie expérience du combat. Ils ont tous fait des années dans l'armée, française, américaine, britannique. Moi, et la Légion, sont légionnaires, c'est ça? Oui, alors lui, il était de l'armée régulière classique. Ah bon? Mais il a rejoint cette Légion, et la Légion, c'est une branche de l'armée régulière ukrainienne, effectivement. Donc ça, c'est vraiment important, parce qu'ils sont structurés, coordonnés, armés par l'armée ukrainienne. Général, ce que ça représente, cet appui militaire, alors ce sont quelques hommes, c'est cette Légion étrangère, cette Légion internationale ukrainienne. À quel point ça peut peser dans les combats? Ce qui est intéressant pour les Ukrainiens, effectivement, c'est leurs connaissances militaires dont ils disposent, qui sont des connaissances plutôt otaniennes, et donc la manière de combattre des soldats de l'OTAN. Et on voit bien que cette armée ukrainienne se transforme, et s'est bien transformée en une année, est devenu, le combattant ukrainien est un combattant presque otanien aujourd'hui, en tous les cas dans sa façon de faire, ses modes d'action et ses équipements aujourd'hui. Écoutons l'un d'entre eux. Franck, merci beaucoup d'être avec nous en direct. Vous êtes, Franck, un de ces combattants français en Ukraine. Évidemment, on ne dira pas où vous êtes, on ne dira pas non plus combien d'hommes ou de femmes sont autour de vous au combat. J'aimerais que vous disiez un premier mot. Bonsoir d'abord. Bonsoir. Tout d'abord, mon premier mot, ce serait avoir une pensée pour tous mes frères d'armes qui sont morts et leurs familles. Quel mot en particulier sur Kevin David? C'est lui qui est décédé dans les circonstances qu'on rappelait tout à l'heure. Je ne le connaissais pas personnellement, mais on est pas mal de Français ici. On se connaît à travers des réseaux ou des contacts qu'on a entre nous ici. Et toutes mes pensées vont pour sa famille. Il est mort pour une bonne cause. On voit ici 2 morts. Il y en a eu précédemment. Alors sans livrer de secrets sur le nombre que vous représentez, comment est-ce que vous évaluez l'engagement français? C'est-à-dire, quel est le profil en particulier de vos camarades? Tous les gens qui viennent ici, c'est pour une cause. On a tous une cause différente. Comme on disait, nous, à la Légion étrangère, on ne va pas te demander pourquoi tu es venu. On sait juste que tu es là. C'est tout simplement. Il n'y a pas d'autres questions à se poser. Ils sont venus là pour une bonne cause. Après, entre nous, on sait que c'est une bonne cause. Et j'aimerais qu'il y ait plus de gens qui sachent qu'ils ne sont pas morts pour rien.
et qui respectent leurs pensées. Quand je vois certains commentaires sur les réseaux sociaux, mais on ne se demande pas pourquoi on est venu. On sait juste qu'on est là. Comment vous vous êtes décidé vous-même, parce que c'est un saut, quitter la France pour partir pour l'Ukraine, risquer sa vie dans ces circonstances? Ben moi, j'ai un enfant de 9 ans. J'ai vu pas mal de vidéos au début de la guerre où je voyais des enfants qui étaient réfugiés, qui étaient abandonnés. Je pouvais pas ne pas bouger pour aider ces enfants. Moi, j'ai aucun avis politique. Je m'en fous totalement de la politique, la géopolitique, tout ça. Je suis venu là pour un peuple, des civils, des femmes, des enfants. Tout simplement, moi, c'est ma raison à moi. Et puis après, c'est notre travail, hein. Comme j'ai déjà dit, moi, j'aime ça personnellement. C'est mon truc, moi. Et voilà, mais je suis vraiment venu pour une cause. Et moi, c'est les civils. J'en ai rien à foutre de la politique. Vous combattez pour les Ukrainiennes et les Ukrainiens. Il y a une voix ukrainienne sur ce plateau, Oksana. Oui, cher Franck, je voudrais vous remercier de tout mon cœur pour votre engagement, de votre aide aux hommes. Parce que je suis réfugiée en France, j'ai fui la guerre avec ma fille, tandis que mon mari il est resté dans la terra barona, dans la, comment ça s'appelle, la défense territoriale. Et vous savez, chaque votre aide, chaque votre pensée et votre présence, c'est précieux pour nos hommes, pour nous tous, parce que là, dans les circonstances comme ça, c'est essentiel de savoir que tu n'es pas seul dans cette bataille, dans ce combat. Et c'est vrai que nous sommes persuadés que c'est une bonne cause et on va prier pour les gens qui sont partis en haut en défendant notre patrie. Merci de tout mon cœur. Дякую. Дякую. Slava Heroyam. Guillaume Roquette. Slava Ukraine. Vous parliez de votre passage à la Légion étrangère. Est-ce que vous apportez une expérience, une compétence spécifique, particulière à l'unité ukrainienne dans laquelle vous combattez, ou est-ce que vous êtes, entre guillemets, un soldat comme les autres? Je suis un soldat comme les autres, à part que je suis sniper. Ici, on appelle ça sniper. En France, ça s'appelle différemment. À mon époque, c'était un tir d'élite. Moi, ici, mon travail, c'est sniping. J'étais dans les groupes assaut. Après, j'apporte l'aide maximum que je puisse donner ici. C'est mon rôle. On voit à l'image Franck Xavier Titelman qui a été tourné certaines de ces images pour sa chaîne YouTube avec vous. Franck, Xavier, quelques mots sur ce que vous avez découvert de ce combattant et donc des autres. En fait, déjà, il a, par son expérience, par sa qualité d'homme et de combattant, il a monté un groupe. C'est-à-dire qu'autour de lui, il a créé une petite unité. Objectivement, ils ont des résultats qui sont énormes. Là, on parle de quelques Français, mais quelques Occidentaux, parce que c'est des frères d'armes, quelle que soit leur nationalité. Dans son groupe, il y avait beaucoup d'anciens de la Légion. Et finalement, ils ont perdu quelques hommes, mais quand on leur parle en face, ils ont touché des dizaines et des dizaines de soldats russes. C'est-à-dire que là, on perd 1, 2, 3 Français, mais en face, leur bilan, il se compte en plusieurs dizaines. Donc il faut toujours imaginer que oui, il y a des pertes des deux côtés, mais ces soldats qui aujourd'hui, ils ont l'expérience, ce sont presque des soldats d'élite, et leur mélange, leur capacité de faire monter aussi en capacité leurs collègues, leur capacité de soutenir des opérations ukrainiennes, c'est absolument exceptionnel. Et quand on en parle à l'armée ukrainienne, ils savent très bien que quand ça parle français à la radio, c'est bon pour eux. Ils savent, c'est vraiment ça un signe pour eux. Oui, Jean-Monsieur, vous dites que vous n'en avez rien à faire de la politique, mais quelque part, je pense que vous avez un idéal. L'idéal, lorsqu'on laisse sa famille, qu'on va se battre, on va se battre pour une cause. Et je pense que la cause qui est la vôtre, c'est la liberté, la démocratie. Et c'est ça qui vous anime, je pense, d'aller combattre auprès des combattants et de l'armée ukrainienne. C'est parce que vous aimez la liberté et vous aimez la démocratie. Et donc, vous avez des valeurs. Et je pense que vous avez quand même une philosophie politique, ou je me trompe? Bon, après, j'irai pas aussi loin que vous. Vous savez, moi, je suis un soldat, je suis pas un philosophe, je vais pas chercher aussi loin que ça. Non, mais un philosophe... Moi, je suis là pour sauver des vies. Voilà, sauver des vies au service quand même de la liberté, au service de la liberté. Vous n'iriez pas, par exemple, ailleurs. Là, c'est parce que vous pensez que ce peuple ukrainien mérite qu'on combatte auprès de lui. Et donc, je pense que vous croyez vraiment profondément à ces valeurs de la liberté et de la démocratie. Déjà, c'est pas je le pense que le mérite, c'est j'en suis sûr qu'il mérite. Et vous savez, moi, j'ai été à Boutcha. J'ai vu ce que les Russes ont fait aux civils. J'ai été sur place. Ils méritent aucune compassion de ma part.
C'est pour ça que je vous dis, c'est pas question de liberté ou quoi, je suis là pour aider des gens. Moi, j'aime la vie. C'est pas j'aime la liberté ou autre, j'aime la vie. J'aime les gens. Et maintenant, si le prix à payer, c'est de donner ma vie pour, comme j'ai déjà dit à Xavier à son interview, si le prix à payer, c'est de donner ma vie pour sauver un gosse qui, lui, plus tard, peut-être deviendra médecin et lui sauvera des centaines de vies, le prix, il n'est pas cher payé. Moi, ma vie, elle est derrière. La vie d'un enfant, elle est devant. Franck, j'aimerais que vous nous aidiez à comprendre certaines images de Bakhmout, ce qui se passe en particulier à Bakhmout, parce qu'on voit là l'extrême violence des combats. Je ne sais pas si vous voyez les images pendant que nous parlons. Vous voyez les images qu'on est en train de voir, nous, à l'image? J'en vois quelques, oui, je vois en petit, mais je les vois. Oui. Décrivez-nous, vous dites vous êtes tireur d'élite, vous êtes sniper, mais il y a toutes les fonctions qui sont là, tout le déploiement ukrainien. Qu'est-ce qui est en train de se passer là sur le front, dans cette partie du front et en général? Qu'est-ce qui vous frappe, vous? Après, actuellement, je suis plus sur Bakhmout, donc je voudrais pas vous donner des fake news. J'y ai été, mais là, j'y suis plus actuellement. Mais tout ce que je sais, c'est que les Russes, ils marchent juste, comme j'ai déjà dit, façon Stalingrad, ils envoient des hommes à l'abattoir. Et ils nous usent, ils nous fatiguent, tout simplement. Après, maintenant, ils étaient sûrs d'eux. Même au début de la guerre, ils étaient sûrs de rentrer en Ukraine, mais ils se sont cassés les dents, parce que les Ukrainiens, c'est un peuple de guerriers. Et on lâchera rien. Si des Russes ils nous entendent, il faut qu'ils sachent qu'on lâchera rien du tout. On lâchera pas une once de terrain tant qu'on pourra se battre. On préférera mourir. Quand on dit que les Russes n'accordent pas la même valeur à la vie humaine que nous autres Européens, c'est vrai, vous l'avez expérimenté? Ah oui, je l'ai expérimenté un bon nombre de fois. Ils envoyaient leurs gars à l'abattoir. Même les soldats russes, je pense qu'ils devraient se retourner contre... Quand je dis leur gouvernement, oui, ils devraient se retourner contre leur président, contre leur dictateur. Et arrêter, ils sont envoyés sans entraînement. C'est des bras cassés, les trois quarts. Ils sont envoyés sans entraînement, sans équipement. Je rentrerai pas dans des détails, mais j'ai fait comment dire, des opérations où j'ai tué de l'orque. Les mecs, ils venaient à la queue leu, quoi. Juste un mot sur les orques. Les orques, en fait, c'est une référence au film Le Seigneur des Anneaux. Donc, c'est comme ça parce qu'ils arrivent et ils détruisent tout ce qu'ils peuvent, ils tuent, ils pillent et ils font tout brûler. Donc, c'est cette référence au film, mais qui est devenue quasiment systématique maintenant quand on parle des Russes en Ukraine. On rappelait tout à l'heure... Et elle est réelle, cette référence. Je voudrais préciser que cette référence est réelle. C'est pas juste de l'imaginaire, c'est pas de la propagande. Ce sont des orques. Quand on tue des civils, on viole des femmes, on kidnappe des enfants. Moi, j'appelle pas ça des êtres humains. On rappelait l'hommage que vous rendiez à vos compagnons, frères d'armes qui sont tombés au combat, français servant en Ukraine. Comment est-ce et étrangers à mort, et les Ukrainiens aussi. Dans le premier choc, vous, comment est-ce que vous avez vécu ça, là, le risque de mourir, d'assumer le risque de mourir dans un combat si violent, de si grande intensité? Ici, c'est un combat que, même quand on a une expérience militaire sur des théâtres d'opération, depuis la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a aucun combat à aussi haute intensité qui a eu lieu n'importe où. Ici, c'est l'artillerie qui nous coupe. Et ce que vous faites, vous débranchez votre disque dur. Vous coupez toute émotion. Si vous commencez à paniquer, on a tous peur. Comme j'ai déjà dit, la peur, quelqu'un qui vous dit qu'il n'a pas peur, ça n'existe pas. On a tous peur. On a tous peur. Quand vous êtes dans un trou et vous restez plusieurs minutes, voire plusieurs heures avec des obus qui tombent dans tous les sens, bien sûr que votre cerveau, il vous dit oui, sauve-toi, sauve-toi, sauve-toi. Faut débrancher tout ça, tout simplement. Faut débrancher tout ça et espérer que l'obus ne va pas tomber dans le trou. Regardez avec nous, et j'aimerais que vous la commentiez aussi avec le général Gomard, avec vous qui êtes en plateau, là. Une des images très marquantes que nous avons reçues, c'est là ce qui se passe dans les tranchées. C'est une image ukrainienne où ils frappent dans les tranchées et ils arrivent à faire prisonnier, si j'ai bien compris, un prisonnier russe. Cette guerre en grande partie dans les tranchées, comment est-ce que vous l'avez vécu? Qu'est-ce que vous avez observé? C'est sanglant. C'est quasiment du corps à corps. Quand on rentre dans les tranchées, c'est quasiment du corps à corps. On se tire dessus en vous portant, ça ne vise même pas. C'est sanglant, c'est la guerre. Il n'y a rien de beau dans la guerre, de toute façon, on le sait tous. Après, c'est vraiment, comme je vous ai dit, j'ai jamais connu de théâtre d'opération qui soit aussi meurtrier que ce qui se passe actuellement en Ukraine. Les gens peuvent pas s'imaginer, même avec des images comme ça.
Parce que nous, on a l'odeur de la mort, on a le bruit. Là, c'est juste des images. Imaginez ce que vivent les Ukrainiens qui sont dans les tranchées. Imaginez ce que vivent les Russes qui sont dans les tranchées. Vous-même, vous avez été dans les tranchées. Oui. Ils m'ont déclaré mort, d'ailleurs, là-bas. Je voudrais poser une question à monsieur. Est-ce que vous avez été témoin d'exécutions sommaires? Car les Nations Unies ont dit il y a quelque temps que les Russes avaient exécuté des Ukrainiens, mais que les Ukrainiens avaient aussi exécuté des soldats russes. Comment ça se passe? Est-ce que sur le terrain, on se bat? Est-ce que parfois, vous avez pu assister à des exécutions sommaires de combattants? J'ai jamais assisté à des exécutions sommaires. J'ai déjà assisté à on a fait des prisonniers, ils sont attachés face contre le sol et on les remet aux autorités, point barre. Par contre, comme vous avez pu le voir aussi, quand il y a des prisonniers ukrainiens et ils disent Slava Ukraine, on fume une cigarette et on le coupe en deux, là, oui, ça c'est des exécutions. Mais après, je ne sais pas, après, vous savez, je ne suis pas non plus sur toutes les tranchées, sur tous les fronts. Mais moi, de ma personne, j'ai jamais assisté à des exécutions sommaires. Les prisonniers ont été traités comme des prisonniers. Attachés, maintenant, c'est pas mes copains. Je vais pas leur offrir une cigarette ou un café. Peut-être ils ont tué des frères d'armes à moi juste avant, pendant l'assaut. Mais on va pas les frapper, on va pas les torturer. On les attache, on les stocke et on les remet aux autorités adéquates. Franck, l'expérience du combat, je me rappelle l'ancien président Giscard, il avait combattu pendant la Seconde Guerre, il disait là, le choc qu'il a eu la première fois qu'il a tiré sur un Allemand et il était si près qu'il voyait vraiment le regard de l'Allemand face à lui. Est-ce que vous avez éprouvé ça? Vous avez tué des Russes quand vous aviez vraiment, vous parliez de corps à corps tout à l'heure, là, l'ennemi face à vous? Moi, j'éprouve aucune émotion quand je les tue. Après, chaque personne, elle est différente. On a tous un seuil de tolérance. Mais moi, comme je vous dis, je débranche toute émotion. Et comme je suis sniper, habituellement, ces yeux, ils sont très, très loin. Donc, c'est dur de les voir. Au début, j'ai eu du contact. Mais maintenant que je suis sniper, je suis loin. Je vois pas leurs yeux. Mais j'ai jamais eu aucune émotion à tuer un Russe. Quel message vous adressez? Vous apparaissez là à la télévision maintenant. Il y a beaucoup de gens de votre famille, d'amis, etc., qui vous connaissent, qui vous voient ou qui peut-être vous découvrent combattants là-bas en Ukraine. Quel est le message que vous leur livrez? C'est beau, ça. J'ai aucun message à leur livrer, c'est mon choix. J'ai fait le choix de venir défendre ce peuple et je resterai là jusqu'à ce que ce pays sera libéré. Je ne partirai pas avant. Un mot de Masha Meril, parce qu'il y a une voix ukrainienne sur ce plateau. Il y a Masha Meril qui est d'origine russe, mais qui est très opposante à Vladimir Poutine. C'est-à-dire qu'il y a les Russes, et puis il y a Poutine, ça n'a rien à voir. Il n'est pas russe, Poutine. Est-ce qu'il y a des camarades à vous du côté russe? J'étais à la Légion étrangère. Mais oui, mais alors c'est intéressant. Donc, bien sûr. Est-ce qu'il y a des gens qui ont épousé la théorie poutinienne? Est-ce qu'il y en a? Je ne crois pas. C'est ça que je voulais. Je suis à peu près certaine qu'il n'y en a pas. Laissez-le répondre. Voilà. Vous savez, sur les réseaux sociaux, il y a énormément de gens, il faut arrêter de se mentir, que ce soit en France et ailleurs. Il y a énormément de gens qui peut-être n'épousent pas l'autorité poutinienne, comme vous dites, mais tellement ils sont dans une optique anticapitalisme, anti-américain, ils sont pro-russes. Vous savez, quand moi je suis venu ici, je suis sur les réseaux sociaux, ou quand je fais des vidéos, quand Xavier peut témoigner, son interview qui est passée, il y a plein de gens français qui souhaitent ma mort, qui souhaitent la mort à tous les Français qu'on se bat ici. Vive la Russie. Bah, ces gens-là, j'aimerais bien leur dire, s'ils aiment tant la Russie, bah, ils ont qu'à aller en face. Parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe ici sur le terrain. C'est bien de dire ça derrière son téléphone, derrière son canapé, qui viennent voir la réalité des choses et qui viennent expliquer ça au peuple ukrainien qui souffre. C'est formidable ce que vous dites, parce que j'entends dire les pro-russes, n'est-ce pas? Nous avons ça, à l'extrême gauche, à l'extrême droite. Mais ils ne sont pas pro-russes, ils sont pro-Poutine. Parce que ce n'est pas ça, la Russie. Et donc, il y a évidemment une grande différence. Mais... Exactement. J'ai rien contre le peuple russe, voilà, moi. Personne. J'ai vraiment rien contre le peuple russe, il ne m'a jamais rien fait. Mais maintenant, mon job, c'est de défendre un pays. C'est pour ça que je dois tuer des soldats russes, je les tuerai. Maintenant, c'est aux soldats russes de voir avec leur président et de lui dire « Ouais, arrête ça ». Guillaume Roquette. Mais est-ce qu'à votre connaissance,
il y a des gens qui ont le même parcours que vous, qui sont passés par la Légion étrangère et qui combattent aujourd'hui du côté russe. Voilà, c'est ce que j'ai demandé. À ma connaissance, non. Et si à ma connaissance je le saurais, je ferai en sorte de savoir vers où ils sont, comme ça je me ferai un plaisir de leur en mettre une. mais Permettez qu'on rit un peu mais quand même. mais comment dire, bien sûr, il faut rire dans tous les moments, madame, vous avez entièrement raison. Et comment dire, mais comment dire, non, dans ma connaissance, je connais personne qui soit de l'autre côté. Voilà, c'est ce que je... Et je pense qu'ils éviteraient de me parler, car après, ils savent très bien que, vous savez, c'est aussi une guerre de renseignement. Merci beaucoup, Franck, d'avoir témoigné en direct. Merci aussi à Xavier Titelman. C'est grâce à lui que le contact a été fait. Et je recommande aussi l'entretien que vous avez diffusé sur Internet entre vous et Xavier Titelman. Merci beaucoup. Voilà, vous resterez en Ukraine jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour, dernier soir de la guerre. Je resterai en Ukraine jusqu'à la victoire. Et c'est ce qu'on fera. On va gagner. Slava, Eloya Slava. Merci Revenez-nous vite, Franck. Revenez-nous vite avec la victoire. Merci beaucoup d'avoir témoigné. De gagner, alors. Merci d'avoir témoigné en direct sur LCI. Et je vois que vous avez appris l'ukrainien. Vous avez appris l'ukrainien aussi? Non, je sais dire merci et bonjour. Merci beaucoup. Quelques mots.